Journal de l'abbé Munier, 1906. 1er février. Hier, manifestation dans plusieurs églises de Paris. Après-midi houleuse à Sainte-Clotilde. C'était le jour, en effet, où l'on devait procéder à l'inventaire. Des énergumènes catholiques nous ont dit des insolences. J'ai récité tout haut le chapelet du cœur. Personne n'est entré, sauf un agent, je crois, de la mairie, qui a été bousculé, houspillé, ne pouvant pas se faire entendre. Impossibilité ensuite de sortir. Des jeunes gens, nos soi-disant amis, barricadaient tout. Rentré enfin chez moi. Garde à cheval, à pied, devant l'église, autour d'elle. On a sonné indéfiniment le tocsin. Curé débordé, parti depuis longtemps. Les fabriciens l'accompagnaient. Il fait nuit. Et l'on crie encore. Ces femmes qui veulent toujours qu'on proteste. Ces pieux apaches qui pratiquent l'apologétique du coup de canne. Que cette anarchie catholique et loin de l'Évangile. À quoi aboutirons-nous avec ces résistances? Car les catholiques, certains du moins, veulent la résistance, montrent le poing au clergé qui ne résiste pas. 2 février. Les pompiers, hier, ont ouvert la porte de force et mon confrère, le second vicaire, a reçu l'agent du fisc. Le curé était resté au presbytère. Je m'étais retiré, également très heureux aujourd'hui de n'avoir pas joué un premier rôle dans ce chahut organisé en dehors du clergé et presque contre lui. Nous n'étions plus chez nous. On barricadait les portes. À 1h, nous n'avons pu, le curé et moi, entrer ni par la porte de la rue Martignac, ni par celle de la rue Casimir-Périer. Délivrez-nous de nos amis, disait justement le comte de La Rochefoucauld. 4 février. Dîner hier chez les Pomereux, rue de Lille. Les 2 fils sont pour la résistance et n'admirent pas l'attitude de mon curé. Je crois que le quartier est sévère en général pour lui. 2 courants très prononcés. L'un qui veut la résistance, qui blâme curé, archevêque, etc. L'autre qui trouve ces agitations nuisibles et même ridicules. Ce dernier parti
comprend les gens véritablement intelligents, sages, cultivés. Il est plus choisi, par conséquent moins nombreux. Je vois les uns et les autres. Situation difficile. Les dames sont généralement pour la manifestation. C'est le résultat de l'action religieuse exercée par la presse, d'une part, et nos prédications de l'autre. Au fond de tout cela, le désir de balayer la République au profit du roi. Huysmans, très content du réveil des laïcs chambardant les curés de Saint-Sulpice, de Sainte-Clotilde et autres, et le vieil archevêque aussi. 17 avril. Une âme qui s'approche de la mienne. C'est la jeune vicomtesse Jean de Contadès. Elle a 25 ans et veuve. Depuis 1 an, elle lit beaucoup, très moderne. 27 avril. On redoute le 1er mai. On fait venir des troupes à Paris et les particuliers font des provisions de vivres et d'eau. 1er mai. Restez chez moi cette journée du 1er mai. Si redoutée des Parisiens. La rue Lascaz, plus calme que de coutume. 7 mai. Hier, belle journée pour les élections. Les premiers résultats démontrent que nous sommes de nouveau battus par les blocards et les socialistes. Maurice Barrès est élu à Paris. Les nationalistes ont du plomb dans l'aile et les catholiques qui croyaient que les coups de canne dans l'eau bénite avaient remué le pays, et les dévots qui croyaient qu'avec des communions et des chemins de croix on transformait le suffrage universel. 11 mai. Causer ce soir avec Huysmans des élections du dimanche dernier. Nous sommes foutus, m'a-t-il répété. Je ne croyais pas les catholiques aussi honnis. Il s'étonne que les bourgeois redoutent si peu le socialisme grandissant. Et il répète son mot favori. Nous avons embêté tout le monde. 21 mai. Hier, les élections complémentaires de ballotage nous ont été désastreuses.
Nous sommes par terre, sans merci. Voici que le radicalisme va gouverner la France, sans la moindre opposition. Combes a commencé, Clémenceau achèvera. 6 juin. Déjeuner chez les Vaux-Saint-Cyr avec Monsieur Bourdeau, qui a écrit sur Schopenhauer. Il nous a parlé de Nietzsche, qui lui a écrit 2 lettres au commencement de sa folie. Dans la première, il lui demandait d'insérer dans les débats une proclamation au Hohenzollern. Dans la seconde, il lui disait en italien qu'il était le Christ en personne. « 18 juin. On parle de plus en plus de la classe ouvrière. Jaurès réclame la monopolisation par l'État, l'expropriation. Biétry, le président des Jaunes, c'est-à-dire des syndicats ouvriers indépendants, veut l'accession des ouvriers à la propriété par le travail associé. Supprimer la propriété, c'est un retour à l'esclavagisme. Biétry veut faire des salariés des hommes libres, propriétaires de leurs outils et de leur travail. Il repousse la participation aux bénéfices. 14 juillet. Dreyfus, réhabilité. Zola triomphe dans son cercueil. Dreyfus, chef d'escadron. Picard, général de brigade. Dreyfus sera en outre chevalier de la Légion d'honneur. Zola sera enfin transféré au Panthéon. C'est la réparation d'une grande erreur judiciaire. 16 juillet. Huysmans, chez qui Girard et moi nous dînions hier soir, disait que tout gravitait en ce monde autour de la femme et de l'argent. Il nous a dit encore que Drummond était une crapule et que la famille d'Audet était une famille d'argent. « 28 octobre. Dîner ce soir chez Huysmans, qui appelle Madame Récamier une allumeuse, une masturbatrice intellectuelle. 29 octobre. J'ai voulu revoir hier la baie au bois qu'on est en train de démolir. Déjà le toit est trépané et que de décombres. Mais tout n'est pas encore détruit. Revu le grand vestibule qui précède le grand escalier qui mène au premier étage où Madame Récamier habitait. On entrait par la salle à manger, que je n'ai pas vue, puis venait un petit salon, le grand salon et la chambre à coucher, et la petite cellule en rotonde, et le petit cabinet de toilette. Toute pièce que j'ai revue. Le grand salon est une belle pièce.
2 fenêtres donnent sur la terrasse et 2 sur la rue de Sèvres. Boiserie, glace, tout est enlevé. La cheminée est à droite, en entrant, que de personnages ont passé par là. Des écrivains, des artistes, des gens du monde. Chateaubriand seul m'intéresse. Avec celle qu'il appelait son bel ange. La petite cellule en rotonde, ou à peu près, est basse de plafond. Montez ensuite au 3e étage où se trouve le premier appartement de Juliette, si modeste. La porte est enlevée. Georges Quint la destine au musée Carnavalet. Un petit Judas s'ouvre dans cette porte. La pièce est carrelée. J'ai regardé par les fenêtres. Dans le jardin tout en désordre, il y a bien un acacia, mais, paraît-il, celui dont parle Chateaubriand avait été arraché parce qu'il était trop vieux. J'ai relu là une page des mémoires d'outre-tombe. Cette description des lieux, du cadre aux approches du soir, des clochers pointus, etc. Le clocher des petits ménages n'existe plus. Il était l'un d'eux, sans doute, celui des incurables se voit encore. On voit aussi les flèches de Sainte-Clotilde, mais elles sont tellement postérieures au grand homme et à son immortel ami. Redescendu pour revoir la chapelle où maman s'est mariée en 1836. Et de tout cela, il ne restera bientôt plus que le souvenir. Souviens-toi que tu es poussière. Dieu dit cela, non seulement à l'homme, mais à ses œuvres, aux choses qui passent. 10 novembre. Dîner hier chez le jeune ménage André Germain, avec Madame Alphonse Daudet, Lucien Daudet et la princesse de la Moscova. Madame Alphonse Daudet m'a dit que de bonne heure son mari écrivait de sa toute petite écriture sur de minuscules carnets ce qu'il avait vu, noté. Il était très, très myope, ce qui l'avait rendu timide dans sa jeunesse. Daudet avait par contre l'ouïe plus exercée. C'est ainsi qu'il avait des sympathies ou des antipathies commandées par la voix. Madame Daudet nous a raconté les soirées inoubliables qu'elle a passées chez Victor Hugo, soit rue de Clichy, soit avenue des Lots. Dans le salon de la rue de Clichy,
il y avait un éléphant qui séparait le salon en deux. D'un côté se trouvait Juliette Drouet, de l'autre, Madame Lecroix. Madame Drouet était démodée d'une manière ravissante, dit Madame Daudet. « Je n'ai pas qualité pour vous présenter Madame Lecroix, dit-elle à Madame Daudet, mais Victor Hugo s'en acquittera. » Les menus étaient d'autrefois. Un lapin sauté pour commencer, les 4 mendiants au dessert. Victor Hugo donnait chaque jour 100 francs à sa cuisinière. Il mangeait beaucoup. Après le repas, il faisait lui-même les grogues et y versait force vin, si bien qu'Alphonse Daudet, voulant rentrer droit chez lui, dut lui dire qu'il ferait lui-même son grog. Hugo était très poli. Il vous aidait à remettre vos vêtements. Madame Daudet se souvient de ces soirées avec un bonheur très grand. 27 novembre. Était voir rue Blomet ce pauvre Huysmans qui vient de subir une opération à la joue. 7 décembre. Reçu de la fabrique, à titre d'indemnité, le traitement fixe de 14 mois, soit 4 439 francs. Comment vivrons-nous maintenant? Le curé ne cesse de crier dans la sacristie « C'est la ruine matérielle et morale !» On va organiser le denier du culte dans la paroisse. 9 décembre. Le curé a commencé et commenté aux fidèles la circulaire brillant, où le curé n'est plus qu'un occupant, sans titre juridique, ne pouvant pas faire acte d'administration. Et alors ce pasteur de rabâcher ce qu'il a déjà dit tant de fois, et d'une façon si inopportune, sur les droits des curés, il veut bien admettre qu'ils ne sont pas d'institution divine, comme on l'a cru au XVIIe siècle, comme l'a cru Bossuet, mais ils sont d'institution ecclésiastique, etc. 12 décembre. Ils quittent ou ils vont quitter leur palais, monseigneur les évêques et archevêques. Ils s'y étaient incrustés. Détachés de leur cadre, ces grandeurs impressionnaient-elles davantage? Talent ou vertu, c'est par là qu'on impose, par là seulement. 17 décembre. Vu Huysmans hier, qui a je ne sais quelle grosseur à la joue. J'ai une gueule asymétrique, dit-il. Revu Huysmans, ce soir, il va subir une nouvelle opération. C'est, paraît-il, très grave. Et il ne s'en doute pas. La perspective de retourner rue Blomet et d'y passer les fêtes de Noël ne lui sourit